Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre étude du Routledge Handbook of Clinical Hypnosis. On est sur le troisième chapitre qui est écrit par Peter Buckard, c'est le responsable de la Milton Erickson Institute d'Allemagne. En l'occurrence, il y a un thème qui était très intéressant qui est donc la suggestibilité et l'hypnotisabilité, terme plutôt sympathique à répéter 40 fois à la suite. En l'occurrence, on s'aperçoit dans notre profession, et de façon générale quand on parle d'hypnose, que la notion de suggestion est au centre de notre travail. Et comme on a pu le voir la semaine passée, il y a d'autres facteurs, comme l'hypofrontal, comme donc la physiologie dans laquelle on va aller quand on rentre en transe, l'ensemble du facteur social, l'ensemble de l'interaction qu'on a avec l'opérateur. Il y a énormément d'aspects où on voit que l'hypnose est structurée par des composantes. Et là, dans son article, il revient sur une composante, celle de la suggestion. Celle qu'on connaît, et je pense d'autant plus en France, parce que ça revient sur ce que Bernheim avait dit, donc école de Nancy, où en gros l'hypnose est la suggestion. J'exagère, hein, mais on pourrait limiter cette notion à se dire c'est pas une dynamique comme on a pu le voir la semaine dernière, c'est-à-dire pas physiologique, pas forcément hypofrontalité, etc. C'est plutôt un jeu sur la suggestion. Et j'imagine que comme moi, vous vous êtes souvent posé la question, ok, mais quand je parle de suggestion, on est bien d'accord que je ne parle pas que de suggestion hypnotique. Au quotidien, on a des suggestions. Et dans cet article, il met justement en avant cet élément-là. Et j'aime bien ce qu'il explique. Cette forme de suggestibilité est couramment observée dans des situations de dépendance personnelle, comme lors d'interactions avec des professionnels de santé. Donc, la suggestibilité générale, non hypnotique, on l'a dans plein de situations. Et notamment quand on est, alors, il utilise le mot dépendance, que je trouve intéressant, même si chez nous c'est très excessif le rapport de dépendance. Mais il y a une interaction et, oui, un besoin d'écouter l'information, peut-être d'un professeur, peut-être d'un médecin, peut-être d'un hypno. Et dans ce cadre-là, on se met en posture plus basse pour accepter l'information qui va être transmise. Et là, il y a de la suggestion. Et peut y avoir un phénomène, il va y avoir une réponse qui peut être automatisée par rapport à la suggestion qui est proposée. Cet élément-là, donc, il est à prendre en compte et je vais vous lire un passage que je trouve intéressant, en tout cas un résumé du passage. La suggestibilité générale ne nécessite pas l'hypnose pour fonctionner. Elle comprend par exemple les réponses sensorielles et les réponses aux questions et ou au placebo. Donc, quand on est en train de répondre à un ensemble de propositions, de suggestions faites par un interlocuteur, on vit les conséquences d'une suggestion. C'est intéressant aussi de savoir que le placebo, c'est pas un rapport à l'hypnotisabilité, donc à la suggestion hypnotique. C'est vraiment une suggestion proposée par, et là on revient cette dépendance au médecin qui dit ce médicament fonctionne pour vous, pour votre pathologie, et on crée l'ensemble des retours attendus par le dit médicament pour un mieux-être physique. Pourtant, il n'y a pas eu un processus qui est donc clé dans son explication de la suggestibilité, et ce qui va nous faire la différence entre suggestibilité et hypnotisabilité, qui est le processus inductif. Donc, son article met en avant ce principe-là. Dans les études, il est montré qu'à partir du moment où on arrive à mettre en transe une personne, alors n'oubliez pas, hein, ce n'est pas que l'opérateur, c'est aussi la personne qui veut se faire hypnotiser, qui doit être dans l'intention, la volonté, l'état psycho-émotionnel, dans tous les éléments sociaux qu'on a pu voir, et dans cette capacité à
prendre ce qui est au départ une suggestion simple, ce que moi j'appellerais une information, qui va devenir une suggestion hypnotique. Et comme on avait pu le voir la semaine passée, cette espèce de capacité de transformer l'information en suggestion qui va lui-même transformer cette suggestion plastique qui va prendre la structure en fonction du besoin, de l'état, de l'attente de la personne qui vit la session d'hypnose. Du coup, la notion qui va être importante, c'est se dire, quand on bosse avec la suggestion, dans un contexte d'hypnose, c'est qu'il y a eu une induction, c'est-à-dire le processus qui amène de la dynamique ordinaire à une hypofrontalité, diminution du facteur de jugement, diminution de la notion de critique qui pourrait empêcher la suggestion de prendre place dans le subconscient et donc de donner des retours. N'oubliez pas, à chaque séance, on a des feedbacks, ils nous donnent leurs émotions, leurs sensations, ce qu'ils vivent dans leur régression, et les suggestions post-hypnotiques, ce qui va arriver a posteriori. Donc, il y a dans les études une preuve que on augmente la suggestibilité hypnotique suite à une induction, et ça peut aller jusqu'à 50%. C'est-à-dire que quand on a l'ensemble des éléments, et pas simplement la suggestion, et pas simplement l'induction, mais tout ce que je viens de vous parler, on peut arriver à plus 50% de suggestibilité. Ce qui veut dire que on va davantage prendre les métaphores, les idées partagées pendant la session et les faire siennes, ce qui a pour objectif de transformer des patterns, permettre d'avoir des ressources, développer des compétences, etc. etc. Donc l'article est intéressant là-dessus parce qu'on a vraiment cette recherche de suggestibilité, ce que ça peut apporter, les effets que ça amène pour les personnes concernées, c'est-à-dire que la personne sujette à l'hypnose va vraiment développer des compétences et dans ces compétences, une capacité à mieux travailler les suggestions, ce qu'ils vont appeler en gros de l'hypersuggestibilité. Au travers de cette notion-là, ça nous permet à nous, hypnos, de nous dire le processus inductif, et je suis parmi les premiers à le dire, même si très souvent on se dit on n'en a pas besoin, c'est que, en fait, on fait des processus inductifs, mais qui ne sont pas forcément formalisés. Il reste quand même intéressant de formaliser nos processus inductifs, pour plein de raisons, et notamment le rapport entre nous et le client, et parce que parfois ça répond à une attente, donc il y a tout un rapport social, il y a tout le récit qui se fait à l'intérieur, etc. etc. Et en plus, factuellement, ça permet de transformer cette idée de suggestion classique à une suggestion hypnotique qui serait une hyper-suggestion. Pour résumer, on a dans notre quotidien un ensemble de suggestions qui peuvent très facilement passer, notamment avec les figures d'autorité, on va dire avec les figures dans lesquelles on est dépendant, c'est-à-dire à qui on va mettre une certaine valeur pour la réponse qui va être donnée, qui va souvent se transformer dès lors en une suggestion. Suggestion qui va après faire un processus plus ou moins automatisé à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en acceptation de cette idée qui va après, comme une graine, pousser en nous. À la différence de l'hypnotisabilité qui est la suggestion hypnotique qui se fait après un processus inductif. C'est-à-dire le processus bien connu en hypnose pour faire passer d'un état classique à une dynamique de transe qu'on va exploiter avec plus de possibilités de vivre les suggestions, ce qu'on va appeler l'hypersuggestibilité. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.